thématique d'aujourd'hui est une thématique, on va dire, qui interpelle tout le monde, à commencer par moi, gérer les ingérables. Hein. On a bien compris qu'il s'agit de gestion de personnes difficiles. Et Dieu sait que ce sont des personnes difficiles, on en rencontre en permanence. Que ce soit, il y en a certains qu'on choisit, d'autres qu'on ne choisit pas. Je pense aussi, bon, dans l'environnement familial, avec des personnes difficiles, ben, ils sont là, on ne les choisit pas. Il faut savoir les gérer et d'autant plus également dans l'environnement professionnel où on ne choisit pas les personnes avec qui on travaille. Au contraire, on est dans des environnements où il y a des personnes avec des personnalités différentes et il faut faire en sorte de pouvoir composer avec ces différentes personnalités, travailler, on va dire, en bonne intelligence. Je pense que ce point, intelligence émotionnelle, bien sûr, c'est des choses qu'on a déjà abordées et qu'on va également retrouver autour de cette thématique-là. Alors, sans plus tarder, gérer les ingérables. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par une personnalité ingérable? Eh bien, une personnalité ingérable, c'est une personne qui manifeste un comportement inadapté de façon répétitive et sans raison qui soit, on va dire, une raison qui va être accessible ou qui est compréhensible. Et d'autant plus que ça se manifeste chez certaines personnes où il y a des traits de caractère qui sont très marqués, qui sont très figés. C'est-à-dire que, parce que de manière générale, on a des profils de personnes qui, on va dire, qui ont des traits caractériels ponctuellement difficiles. Il y a peu de temps, il y a enfin, je ne me souviens plus de quand j'avais eu cette information, on avait dit que 2 tiers des Marocains étaient schizophrènes. Bon, expression que je dis, que je mets bien entendu entre parenthèses avec beaucoup de pincettes. Tout ça pour dire que, bon, personnalité difficile, on en trouve partout. Peut-être pas au Maroc uniquement, mais un peu partout dans le monde. Eh bien, une personne ingérable, c'est une personne qui gêne et qui génère une gêne au sein de son entourage. C'est-à-dire qu'au sein de l'entourage, eh bien, il y a une sensation de mal-être et d'autant plus qu'il y a un impact négatif au niveau professionnel et également pour la performance de l'entreprise parce que c'est une personne, on va dire ingérable, c'est une personne qui est toujours en retrait, qui est toujours, on va dire, qui n'adhère pas à la vision globale, qui est toujours un peu distante par rapport à la vision du collectif. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie difficulté, il y a également une souffrance profonde qui est ressentie par les personnes ingérables. Hein, on ne dit pas que ce sont… Peut-être qu'elles génèrent un peu de problèmes autour d'eux, génèrent des problèmes, peut-être même un peu trop. Néanmoins, il y a au fond de tout ça une souffrance interne qui est importante. Alors, dans un premier temps, je vais également aborder, un deuxième temps, les profils des personnes ingérables. Et selon l'AMA, enfin l'association, l'APA plutôt, c'est American Psychiatry Association, donc l'association américaine de psychiatrie, qui a identifié 10 profils de personnes difficiles, personnes ingérables, selon un certain nombre de critères. Elles sont des personnes qui sont plus violentes que la normale, sont envers elles-mêmes ou envers d'autres personnes. Elles souffrent et font souffrir d'autres personnes de leur entourage, aussi bien au niveau de relations professionnelles, sociales et amicales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont ingérables, personnes difficiles, d'après certaines études scientifiques, ont une espérance de vie qui est plus faible que les personnes, on va dire, qui sont équilibrées, si on peut appeler ça comme ça, avec 15 ans d'écart environ. Et ce sont également des personnes qui ont une mauvaise qualité de vie du fait d'un stress, d'une angoisse, d'une fatigue permanente. Et aussi des personnes qu'on trouve dans des situations d'échec familial, échec personnel et échec professionnel. Alors, premier profil de personnes ingérables, les personnes obsessionnelles et compulsives. Alors, ce sont des personnes qui disent qu'il est important d'être parfait partout. Ce sont les personnes qui sont hyper perfectionnistes. C'est des gens qui ne se donnent pas le droit à l'erreur, qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Je dois tout faire moi-même ou ce sera mal fait. Ils ne se donnent pas le droit à l'échec. Si je ne réussis pas à 100%, c'est un échec total. Donc, elles se préoccupent
de façon excessive de l'ordre des règles, elles veulent tout contrôler, elles n'ont pas droit de marge d'erreur à quoi que ce soit. Des personnes perfectionnistes, très attentives dans les détails. Et rien ne peut leur détourner de l'essentiel. Elles sont souvent, et quand elles sont très impliquées dans l'environnement professionnel, eh bien, elles font ça au détriment du reste, c'est-à-dire au détriment de la vie familiale, détriment de la vie sociale, des loisirs, des relations amicales. Ce sont des personnes aussi attendez, on va y arriver. Du fait de ce perfectionnisme, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal, qui n'arrivent pas à déléguer, parce qu'elles ne font pas confiance à d'autres personnes, mis à part eux-mêmes. Elles insistent pour que tout soit fait à leur manière, selon les instructions précises, détaillées. Et il suffit qu'elles se retrouvent dans une situation inconnue pour qu'elles perdent leurs moyens. Incapacité de pouvoir rebondir par rapport à des situations nouvelles. Si elles n'ont pas le contrôle total de la situation, eh bien, elles perdent complètement le moyen. Et c'est ce profil de personnes qui mènent la vie difficile à leurs collaborateurs parce qu'elles veulent contrôler systématiquement le travail de leurs collaborateurs. Deuxième profil difficile, un peu compliqué, ce sont les personnes antisociales. Ce sont des gens, on va dire, qui sont atypiques, qui disent on vit dans une jungle où seul le plus fort survit. Ce que je veux, j'ai droit. C'est-à-dire il n'y a pas de respect des règles. Les gens sont faits pour être exploités. Si je ne profite pas des autres, c'est eux qui profiteront de moi. Ce sont les expressions récurrentes des personnes antisociales. Elles manquent de repères et d'empathie. Ce qui importe pour eux, c'est leur personne. Elles considèrent les lois, les règles, comme des contraintes qui s'appliquent aux autres. Et eux, ce genre de personnes, veulent s'affranchir des règles, ne veulent pas accepter et se mettre dans des règles qui sont définies par la société. Elles sont bien entendu, par conséquent, antisociales, anticonformistes et impulsives. Point intéressant par rapport aux personnes antisociales. Pour exploiter d'autres personnes, eh bien, elles utilisent le charme, la manipulation, la ruse et le mensonge avec beaucoup de calme et assurance. Donc, elles sont capables de faire preuve de charme pour pouvoir exploiter, influencer d'autres personnes et elles se préoccupent peu de la vérité. Ils n'ont aucun scrupule. Des personnes qui n'ont pas de regrets ni de remords par rapport à des situations auxquelles elles ont été responsables. Autre profil, c'est le profil des personnes borderline. Les personnes borderline, ce sont des personnes qui disent que personne ne me comprend, qui considèrent qu'elles sont un fardeau pour la société, qu'il est impossible pour elles de se contrôler, de se discipliner, qu'elles ne se font pas d'amis car ils lui feront de la peine. Donc, ce sont des personnes, les borderline, ce sont des personnes qui ont un problème de confiance en soi, un problème de fragilité de l'image de soi. Imaginons satisfaction entre la satisfaction et l'insatisfaction. Elles sont entre l'optimisme et le pessimisme. Elles fluctuent dans les relations. Soit elles sont dans l'admiration, soit elles se retrouvent dans le mépris. Elles sont dans l'amitié, elles sont dans l'hostilité aussi. Elles sont dans l'amour, elles peuvent être dans la haine en même temps. Elles peuvent être dans la dévalorisation et l'idéalisation aussi. Donc, ce sont des personnes qui changent d'approche, qui changent de comportement. C'est en fait le synonyme des bipolaires. Donc, des émotions ambivalentes. Donc, tantôt c'est de la fierté, tantôt c'est de la honte, de la joie, de la tristesse, de l'exaltation, de la dépression. Donc, ce sont des personnes qui vivent difficilement cet état. Et malheureusement, leur entourage vit également difficilement ces changements d'humeur qui sont parfois soudains et qui peuvent être fréquents durant une journée. Encore faut-il que dans un environnement professionnel aussi, familial, c'est difficile de pouvoir côtoyer et gérer ce profil de personnes. Elles ont des difficultés à contrôler leurs émotions, elles se mettent en colère rapidement, elles ont des comportements impulsifs, elles sont capables d'aimer ou détester en même temps, elles ont une image négative de leur personne, elles sont dans la négation et pensent que les autres vont les abandonner et elles sont dans l'auto-subordination.
elles s'auto-sabordent, elles s'auto-sabotent au moment d'atteindre un objectif. Par exemple, s'ils sont sur le point de passer un examen normalement qui est à leur portée, eh bien, ils n'y vont pas. Si elles sont dans une relation amoureuse qui est plus ou moins stable, eh bien, elles vont mettre en sorte de rompre cette relation amoureuse parce qu'elles considèrent que ça ne mérite pas d'être dans ces temps-là. Elles ne méritent pas la réussite, elles ne méritent pas des moments de joie. Troisième profil, les schizoïdes. Alors, les schizoïdes, ce sont des personnes qui vivent de façon introvertie. Pour eux, la notion de la vie, c'est que la vie est plus simple sans les autres. C'est que les relations sont source de problèmes. Elles préfèrent garder leur distance. Elles ne comprennent pas pourquoi les autres personnes sont heureuses ensemble. Elles considèrent que la vie est une mauvaise image de la vie, qui est considérée comme fade et ingrate. Renfermées, effacées, elles ont peu de relations sociales. C'est des personnes qui expriment peu leurs émotions et vivent dans leur petite bulle, toutes seules. Elles ne cherchent pas de compagnie. Elles sont surtout aussi dans le déni, indifférentes aux éloges, aux critiques. L'impression qu'elles sont là sans être là, inexistantes. Autre profil de personnes difficiles, les personnes dépendantes. Les personnes dépendantes, eh bien, ce sont des personnes qui sont soumises, qui sont collantes, qui ont besoin d'être prises en charge, soutenues, qui ont besoin d'être rassurées, qui se sentent incapables de se débrouiller toutes seules. C'est le genre de profil qui va dire « j'ai besoin des autres pour me dire ce que j'ai à faire ». Incapable de réfléchir, de prendre une initiative. Et la chose la plus pire d'une personne que pourrait arriver à une personne dépendante, c'est ce sentiment d'abandon. Parce qu'elles ont un manque de confiance énorme en leur personnalité et elles se sentent incapables de se débrouiller seules. Et lorsqu'elles sont dans des situations où elles se sentent abandonnées ou rejetées, eh bien, elles se mettent en colère. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas cette sensation d'abandon ou de mépris parce qu'elles s'appuient systématiquement sur les autres et elles ferment en sorte que ce soit les autres qui assument les responsabilités à leur place. Dans un environnement professionnel, même familial, c'est quand même compliqué de compter toujours sur les autres pour qu'ils assument la responsabilité à notre place. C'est des personnes indécises. Elles ont du mal à exprimer leur désaccord. Elles sont persuadées du fait de ce manque de confiance en soi qu'elles sont incompétentes et inaptes à prendre des décisions. Et surtout, ces personnes dépendantes, elles peuvent accepter des demandes déraisonnables, pas accepter de se faire manipuler, uniquement parce que la personne qui la manipule, est une personne qui va donc auprès de qui elles vont se sentir en confiance et qu'elles pourront se sentir rassurées. Et bien entendu, les personnes dépendantes ont un réseau relationnel qui est très faible, très réduit, parce qu'il est réduit uniquement aux personnes dont elles dépendent. Une personne dépendante n'est pas dans une situation équilibrée de pouvoir entretenir des relations normales avec d'autres personnes. Elle trouve son équilibre uniquement avec des personnes qui acceptent d'être un peu leur parrain, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, des personnes acceptent d'exploiter. C'est plutôt le terme des personnes dépendantes. Troisième profil de personnes, c'est les personnes paranoïaques. Les paranoïaques, eh bien, ils font confiance à personne. Ils considèrent que si l'autre est gentil, c'est pour me montrer ou m'exploiter. Dans le monde dans l'histoire politique moderne, il y a eu plusieurs personnes paranoïaques et parmi lesquelles il y en avait un qui était très très fort, c'était Staline. Staline était un grand paranoïaque et à cause de lui, il y a des millions de morts qui sont morts, enfin, on va dire sans raison, du fait de sa paranoïa, parce qu'il pensait systématiquement que on lui voulait du mal, et même les personnes de son entourage proche, eh bien, il n'hésitait pas à les liquider parce qu'il pensait systématiquement qu'il représentait une menace pour lui, parce qu'une personne paranoïaque doit rester en permanence sur ses gardes. Pas question de se confier aux autres, elle se méfie
Elles ont des doutes injustifiés concernant la loyauté et la fidélité de leurs proches, toujours dans le doute. Elles se confient pas, elles ne communiquent pas. Elles ont peur que les informations qui sont utilisées vont être utilisées contre elles. C'est des personnes aussi qui ne pardonnent pas. Quand elles ont ce sentiment d'être humiliées ou blessées, elles réagissent violemment face aux menaces. Elles sont incapables de se remettre en cause et de se joindre, enfin, en tout cas, la vision collective. Et elles refusent, bien entendu, toute critique. Elles sont autoritaires et prétendent avoir toujours raison. Il y a autre profil de personnes difficiles, c'est les histrioniques. Vous allez me dire, j'imagine qu'en fin de rencontre, vous allez me dire, il y a certains profils qu'on vient d'entendre pour la première fois. Ben, j'en fais partie moi aussi. Hein. Croyez pas que je suis un génie. J'ai fait un travail de recherche et voilà, bon, je partage. Je suis uniquement dans le partage, hein, en toute humilité. Alors, les histrioniques, les histrioniques, eh bien, ce sont des personnes qui abordent la réalité et les relations de façon subjective avec l'affect. Ce sont des personnes qui entretiennent des relations superficielles avec leur environnement, avec un seul objectif, c'est de satisfaire un besoin affectif et d'attirer l'attention admirative. Il faut que tout le monde les admire. Et quand on ne les admire pas, eh bien, elles expriment de l'amertume, de l'irritation, colère. C'est comme dans Tintin, c'est pour les gens qui connaissent un peu les épisodes de Tintin, c'est la Castafiore avec tous ses bijoux. Et ben voilà, c'est la diva, c'est l'histrionique, hein, qui a toujours besoin que les caméras, que tout soit orienté sur cette personne. Homme ou femme, bien sûr, hein, je ne fais pas de différence de genre là. Et quand ces attentes, donc, et c'est des personnes qui font une première impression qui sont très excellentes. C'est-à-dire, elles font un effort au départ, mais dès que le besoin constant d'attention disparaît, eh bien, ça y est, elle commence à devenir fatigante parce que c'est une personne histrionique. Ça se rapproche un peu des personnes narcissiques. C'est le nombril du monde. Il faut que tout le monde s'intéresse à ces personnes. Et malheureusement, du fait de cet état-là, ben, c'est des personnes qui ont peu de relations sincères et profondes. Les personnes aussi, donc il y a aussi les personnes narcissiques. Dans la continuité des personnes histrioniques, bien, personne narcissique, ben, c'est celui qui va dire que la personne qui dit je suis exceptionnel, je suis unique, vous savez, je mérite un traitement de faveur des privilèges de tout le monde. Si mon entourage ne me montre pas le respect que je mérite, il doit être puni. Hein, c'est les extrêmes. Et aucune nécessité qu'on interfère dans leurs affaires. Ce sont des personnes qui se sentent importantes. Elles méritent un traitement particulier. J'en ai connu dans ma carrière. Hein. J'en ai connu un certain nombre. Et c'est marrant, hein, de pouvoir identifier ces personnes narcissiques. Et parce que dès qu'elles ne se sentent pas considérées, eh bien, elles se mettent en colère. Hein. C'est assez impressionnant. Et elles ne partagent en aucun moment le point de vue des autres personnes, aucune empathie pour eux. C'est leur point de vue qui prédomine par rapport au point de vue des autres. Donc, elles s'attendent bien sûr à ce qu'on leur présente ou manifeste de l'admiration et du respect, hein, qu'elles pensent mériter. Hein, sont convaincues que les personnes narcissiques sont convaincues qu'elles méritent ce respect-là et que le travail est vraiment prioritaire. Ce sont des personnes qui sont très exigeantes, peut-être même tyranniques vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et je supporte surtout pas qu'on fasse des critiques, hein, des échecs ou tout ça. Ça sonne pas chez les personnes narcissiques. Et bien entendu, une personne narcissique va toujours dans une situation de plainte permanente en considérant que ses compétences ne sont jamais suffisamment reconnues et récompensées. Le narcissique, on trouve, malheureusement, c'est le profil de personne qui considère qu'il mérite plus que ce qu'il a. Il est dans son nuage. Ça peut avoir aussi un impact toxique dans l'environnement professionnel et également dans l'environnement familial aussi.
je pense aussi aux pervers narcissiques, c'est quand même assez difficile à vivre d'avoir ce profil de personnalité, montrer aux autres qu'on est bienveillant et être tyrannique vis-à-vis des personnes les plus proches, notamment le conjoint. Autre profil de personnes difficiles, personnes ingérables, c'est les personnes évitantes. Hein, c'est les personnes qui se cachent. Elles veulent éviter tout. Elles considèrent qu'elles sont socialement incompétentes. Les autres sont plus supérieurs, elles vont la critiquer, elles vont l'ignorer. Et donc, dès que si une personne la côtoie, elle va considérer, elle va finalement savoir son incompétence et la rejeter. Et c'est le profil de personne qui doit éviter toute situation déplaisante et surtout, alors surtout ne pas prendre de risques. Hein, attention, ne se jette pas à l'eau. Hein, les personnes évitantes ne se jettent pas à l'eau. Donc, elles craignent et évitent le jugement d'autrui et elles cherchent à fuir tout type de situation qui peuvent générer un jugement. Ça peut être une nouvelle responsabilité, ça peut être une promotion, ça peut être donner son point de vue par rapport à une décision. Donc, il y a cette absence de confiance en soi qui est prédominante et c'est une personne dans des situations extrêmes qui peut même s'absenter à une réunion pour ne pas devoir donner un point de vue ou assister à un rendez-vous. Là aussi, personne évitante du fait de son profil introverti, eh bien, un réseau relationnel qui est restreint, isolement, situation difficile qui freinent donc le développement et puis également freinent leur évolution personnelle ou professionnelle. Enfin, il y a le profil schizotypique, c'est le profil en fait schizophrène. C'est le genre de profil de personnes qui vont dire ils essaient de m'influencer mais je ne dois pas être manipulé. Ces personnes qui vont même penser qu'ils ont certains pouvoirs, qui captent des signes, qu'il y a des raisons pour toutes choses mais que rien n'arrive par hasard et qu'il y a des perceptions qui m'indiquent que ce qui va arriver. Alors, le profil de ces personnes schizotypiques, elles ont tendance à penser, à s'exprimer, s'habiller, comporter de façon différente, de façon excentrique parfois. Elles sont maladroites dans les relations avec d'autres personnes. Elles peuvent aussi considérer des événements anodins, simples, comme des signes, des présages, des messages. Tu vois, tel truc, moi, il va nous donner toute une explication par rapport à une situation donnée, une interprétation. Donc, c'est quelqu'un qui va faire appel donc, à un monde imaginaire pour pouvoir justifier la situation dans laquelle il est. Il va même penser avoir ce sentiment de disposer d'un pouvoir qui leur permet de percevoir des signes que les autres personnes ne voient pas. Et bien entendu, dans ce cas aussi, les personnes schizotypiques, elles ont peu d'amis, peu de proches auprès de qui elles peuvent se confier. Donc voilà les 10 profils de personnalité ingérables qu'on peut rencontrer dans la vie de manière générale, aussi bien dans la vie de tous les jours comme dans le monde professionnel. Ce sont des gens qu'on côtoie quotidiennement. Je pense qu'en les citant, chacun de nous a dans son entourage une personne ou des personnes qui répondent à tel ou tel profil et avec qui nous vivons, avec qui nous cohabitons, avec qui nous travaillons. Donc, c'est pas toujours évident, de côtoyer ce genre de personnes, surtout lorsqu'on est dans des situations où les personnes sont en souffrance et les personnes ont du mal à se remettre en question. Alors, je vais aborder maintenant 2 autres parties. Quels sont les comportements à éviter de façon générale, sans rentrer dans les détails par profil, parce que pour ça, il me faudrait une autre conférence, il me faudrait 1 heure de plus. Mais les comportements à éviter de façon générale face à des personnes ingérables. Et dernière partie, bien, que faire pour pouvoir gérer les personnes ingérables. Alors tout d'abord, erreur à éviter, c'est ne pas se justifier en permanence. Ne pas se justifier en permanence, c'est pas ressentir constamment le besoin de se défendre face aux attaques de l'autre et de donner l'impression que vous êtes une personnalité ou une personne vulnérable. Parce que une personne qui est ingérable va toujours chercher en vous cette brèche,
ce moment de faiblesse pour pouvoir vous attaquer. Parce que la personne qui est ingérable, selon les différents profils que nous avons vus, bon, ce sont des profils qui ont des spécificités chacun. Le point commun, ce sont des personnes qui sont, on va dire, globalement en souffrance, des personnes qui ont du mal à se remettre en question, des personnes qui ont des relations sociales difficiles. Et donc, quand ils sont face à une autre personne, elles sont dans cette situation de défense. Et bien entendu, pour eux, la défense, c'est attaquer. Et pour attaquer, ils cherchent cette petite brèche qui se trouve auprès de cette personne. Donc, ne pas ouvrir cette brèche et chercher à se justifier en permanence. Donc, ne pas ouvrir cette brèche pour vous faire des reproches et vous culpabiliser. Et à force de se justifier, à force de nous justifier face à ce genre de personnes, ben on risque de perdre confiance en soi aussi, de se remettre en question, parce que certains d'entre eux ont des pouvoirs de manipulation qui, de fil en aiguille, ben, peuvent nous inciter à nous sentir dans des moments d'instabilité. Et ne pas se justifier pour être respecté. C'est-à-dire rester dans, on va dire, dans une certaine position, même pour ne pas en fait franchir une certaine ligne rouge, pour garder ce respect mutuel avec la personne ingérable. Autre élément, c'est de dire toujours oui. Aussi, ne pas rentrer dans ce piège, ben, écoute, la personne difficile, pour ne pas me casser la tête, ben, je vais dire oui. Répondre obligé oui, c'est montrer finalement la peur que vous avez d'être rejeté. C'est aussi une façon de donner, de créer le déséquilibre dans la relation, parce que le fait de dire toujours oui alors que la personne a tort, ben c'est de vous mettre en une position inférieure. Il n'y a pas lieu de se mettre en une position inférieure face à cette personne qui est ingérable, parce qu'elle sera toujours à exploiter cette situation, exploiter cette peur d'être critiquée, cette peur d'être rejetée pour mieux manipuler. Autre chose, c'est le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde, ben, ne mènera à rien du tout. On ne sommes pas obligés de faire plaisir aux autres ou de plaire à n'importe qui. Le plus important, c'est d'être soi-même. Si on n'est pas d'accord avec certaines personnes, eh bien, il y a des moyens, il faut le dire, mais il ne s'agit pas d'acquiescer et d'aller dans le sens d'une personne ingérable juste pour gagner du temps. Autre point, c'est devoir se justifier en permanence. Ça, on l'avait vu. Ça, c'est... Alors, autre erreur à ne pas commettre, c'est de perdre son sang-froid. Hein, quand on est face à des situations, des personnes ingérables, eh bien, il y a les émotions qui vont se manifester. Et souvent, ce sont des personnes toxiques. Donc, il y a des émotions négatives qui apparaissent, la colère, parfois la peur, parfois même la surprise face à certains comportements, et qui peut nous mener à réagir de façon impulsive par rapport à cette situation. Donc, le fait de réagir de façon impulsive, c'est donner l'occasion de se mettre au même niveau que l'autre personne qui est ingérable, de rentrer dans une spirale, dans un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir, le cercle vicieux de la violence, le cercle vicieux du conflit, de la critique. Et automatiquement, le fait de perdre ses moyens, eh bien, on perd perdre ses moyens, c'est perdre aussi de capacité, ou perdre aussi de clairvoyance par rapport à la personne que nous avons en face. Perdre son sang-froid, se plaindre en permanence aussi, c'est une situation à éviter. C'est-à-dire se plaindre en permanence des personnes ingérables. Hein. Et là, le risque de se plaindre en permanence de ces personnes, bien, le risque de se poser dans la position de victime. Pour les personnes qui connaissent le triangle infernal, où il y a 3 acteurs, dans le persécuteur, il y a la victime et le sauveur, eh bien, le principe est de ne pas être ni dans l'un, ni dans un des 3 rôles. Parce qu'en fait, chacun entretient sa situation au détriment de l'autre. La victime, eh bien, elle entretient le persécuteur et le sauveur, parce que la personne qui persécute en permanence,
va chercher toujours à persécuter les personnes qui sont fragilisées. Rappelez-vous, la conférence sur la carpe, le requin et le dauphin, eh bien, le requin va toujours prendre le plaisir de pouvoir, enfin, le plaisir, mais il n'a pas le choix parce qu'il va s'attaquer aux personnes les plus fragiles, notamment les carpes qui sont des victimes. Et le sauveur va toujours être là pour pouvoir sauver la situation de la victime. Donc, surtout, ne pas être dans cette situation de plainte permanence pour ne pas tomber dans la situation de victime. Et en se focalisant sur les problèmes, on a tendance de perdre de vue les solutions qui peuvent se présenter pour s'en sortir. Parce que le fait de se victimiser, eh bien, c'est qu'on se met dans la bulle de la victime. Et se mettre dans la bulle de la victime, c'est qu'on est dans une situation donnée dont on ne connaît pas l'issue. Sauf que l'issue, c'est nous qui l'avons. Sauf que l'issue, c'est nous qui devons, on va dire, faire preuve de réflexion pour trouver des solutions à la situation problématique que nous vivons. Autre erreur à ne pas commettre, c'est être influençable. C'est être influençable, c'est se laisser influencer par des personnes ingérables. Et le fait de le montrer et de se laisser influencer, eh bien, cela va générer des difficultés à pouvoir prendre des décisions. Parce que vous allez perdre, ou nous perdrons de légitimité face à ces personnes ingérables. D'où l'importance de savoir prendre seul ses décisions. Et surtout, ne pas demander conseil aux personnes toxiques, aux personnes ingérables. Parce que c'est une arme que vous leur donnez pour pouvoir toujours avoir une longueur d'avance sur vous, toujours être dans cette situation de déni et cette situation d'attaque vis-à-vis d'une autre personne. Donc, voilà, c'est les erreurs à éviter face aux personnes ingérables. Nous allons maintenant aborder quels sont les moyens à mettre en place pour pouvoir gérer les personnes ingérables. Tout d'abord, il s'agit de choisir ses combats. J'entends par là de savoir est-ce que les efforts que nous allons fournir par rapport à une situation donnée valent la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'entretenir une relation conflictuelle par rapport à une situation donnée ou bien pas? Est-ce que ça vaut la peine que tous les combats soient menés dans certaines situations qu'on puisse abandonner parce qu'il n'y a pas d'enjeu? Choisir son combat, dépend aussi de la relation avec qui vous entretenez ce combat-là. Ça dépend si c'est la personne avec qui vous avez entretenu cette relation, si c'est un proche, où il y a des relations, on va dire, relations familiales. Peut-être que quelque part, il est préférable d'éviter le combat, d'éviter le conflit, de mettre fin au conflit, parce que entretenir le conflit aura des enjeux toxiques beaucoup plus importants. Et pour ça, je voudrais partager avec vous un point que j'avais lu récemment au niveau de la communication non violente. Thomas Dansembourg, qui est après Marshall Rosenberg, qui me paraît être la référence internationale dans la communication non violente, avait dit quelque chose qui m'a interpellé. C'est la notion de désaccord et désamour. Quel est le lien entre le désaccord et le désamour? Quand il y a désaccord, est-ce que ça suppose qu'il y aura des amours? Ça veut dire, lorsque nous ne sommes pas d'accord avec une personne proche, est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on ne va plus aimer cette personne ou qu'on va aimer moins cette personne? Et ça rejoint un peu cette notion de le choix du combat. Est-ce que ça mérite parfois
compte tenu de l'enjeu de la situation, compte tenu de la relation parfois proche avec une personne, ben de mettre fin au combat parce que la relation intime, la relation familiale est beaucoup plus importante que le conflit qui est entretenu avec cette personne-là. Et de se poser la question, est-ce qu'il y a lieu de gagner ce combat ou de trouver un compromis plutôt? Autre chose, marquer une pause. J'avais abordé ça lors de la conférence sur l'intelligence émotionnelle. On avait dit, si vous vous souvenez, la nuit ne porte pas conseil, mais la nuit nous permet d'éviter de faire des erreurs. C'est-à-dire ne pas prendre des décisions de façon immédiate. Face à une situation conflictuelle, une personne ingérable ne peut pas réagir au quart de tour. Respirer profondément avant de répondre, avant de sortir des choses négatives qui pourraient avoir un impact toxique auprès de l'autre personne. Don Miguel Ruiz l'a dit dans les 4 accords Toltec. Premier accord, faites que votre parole soit parfaite. Eh bien, même dans des situations conflictuelles où nous avons des personnes ingérables, faisons en sorte de maîtriser nos émotions et que notre parole soit la plus maîtrisée. On peut dire d'une autre manière, roulez votre langue une dizaine de fois avant de dire quoi que ce soit. C'est vrai que quand on est dans des situations conflictuelles, ce n'est pas toujours évident. On reçoit une attaque directe. Mais ça ne va pas, il est malade celui-là, on est malade celle-là. Mais pour qui elle se prend? Automatiquement, on sent la tension, on sent que ça chauffe à l'intérieur. Et le premier réflexe, c'est de réagir au quart de tour. Marquez une pause. Si le conflit se déroule par email ou par texto, évitez d'envoyer une réponse chaque fois que vous êtes énervé. J'avais connu ça, Khalid, on travaillait ensemble. J'avais reçu un message de la direction marketing, un mail, mais qui était incendiaire, injustifié. Et j'ai commencé à rédiger la réponse. Khalid, tu sais de qui je parle. J'ai commencé à rédiger la réponse telle que je la ressentais, mais avant d'appuyer sur envoyer, je suis sorti de mon bureau, j'ai été voir mon manager pour lui dire voilà la situation, voilà ce qui s'est passé. Le mail est prêt, néanmoins j'ai préféré t'en parler avant de faire quoi que ce soit. Ce mail n'est jamais parti. Et pourtant, la personne qui a envoyé ce mail-là, eh bien, elle a dû se justifier parce que c'était insensé de s'attaquer à moi de cette manière-là, avec ces termes-là. Donc, prendre le temps de laisser diminuer les tensions. Il n'y a pas mieux. Comme on dit, sortir. Parfois, dans une situation familiale, peut-être même sortir de la maison, on va aller faire un tour pour calmer les choses. Ne pas rester dans le même environnement où il y a une ambiance toxique dans l'air. Pas besoin. Peut-être même aussi discuter avec la personne en conflit, la personne ingérable dans un endroit neutre, à l'extérieur. Si un conflit, ne pas le traiter sur place. Prendre rendez-vous et aller discuter de ça dans un café, à l'extérieur, dans un endroit neutre, où les esprits sont plus calmes, et bien je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées de cette façon-là. Autre façon, c'est d'affirmer ses besoins clairement. C'est surtout ne pas donner la possibilité à l'autre de nous manipuler ou de déformer ce qu'on a dit. Et je rejoins encore là Thomas Dansembourg. En fait, c'est une conférence que j'ai pratiquement terminée, que je vais partager avec vous ce soir ou demain, et qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas même ce soir. Et puis bon, voilà, vu que je suis dans le partage, donc j'en parle aussi. Eh bien, le titre de la conférence, c'est « Ne faites pas plaisir, ne soyez pas gentil, soyez vrai ». Et ça rejoint pleinement ce terme-là.
Il s'agit d'être vrai, il s'agit d'être authentique, il ne s'agit pas de faire du cinéma pour faire plaisir aux autres et leur donner la possibilité de nous manipuler. C'est formuler des phrases qui commencent par « je ». Et surtout éviter le tu accusateur. Parce que quand on est dans le tu, eh bien dans le jugement, il y a le droit accusateur sur l'autre et automatiquement on est dans l'agression. Par exemple, je comprends que tu sois frustré parce que je suis en retard, je ressentirai la même chose. Et puis surtout, éviter de dire tu n'arrives pas à comprendre que je ne peux pas être à l'heure quand le métro ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Donc, tu ne comprends pas. Donc le tu est toujours un tu accusateur. Et ça permet d'entretenir cette tension. Rester poli. Quelle que soit la réponse de l'autre, savoir rester calme. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que c'est un travail sur soi qui doit être fait parce qu'automatiquement, face à l'attaque de l'autre, on sent que la tension monte et on ne sait pas comment réagir. Eh bien, reprendre son haleine avant de répondre. Et surtout, le fait de rester poli, c'est ne pas se laisser rabaisser par rapport à l'autre personne. Et entretenir un rythme poli, un rythme calme, eh bien, aura un impact auprès d'autres personnes, la personne qui est en face. Moi, dans ma vie professionnelle, il m'est déjà arrivé une fois, j'avais mon bureau au 4e étage et il y avait une personne au rez-de-chaussée. Mais 4e étage, j'entendais les cris de cette personne qui était au rez-de-chaussée. Donc, il y avait une grosse dispute avec l'agent de sécurité. Et je devais descendre pour aller déjeuner. Et donc, cette personne continuait à crier. Et donc, je passe à côté d'elle et je vais la voir et je lui dis « Bonjour ». Elle me répond « Oui, bonjour. Je peux savoir ce que vous avez? Ça ne sert à rien de crier. » Eh bien, elle a changé de rythme. C'est une personne qui était à 500 décibels et descendait au même niveau que le mien. Pour la simple raison que le fait d'entretenir un langage calme, eh bien, il va influencer la personne qui est en face. Même en situation conflictuelle, c'est une personne qui monte, le fait de garder un ton calme, ben, on ne peut pas tenir longtemps avec une voix enfin, en étant énervé parce qu'on se fatigue. On le sait bien, l'être humain ne peut pas rester trop longtemps avec cette situation de tension parce que l'adrénaline a, on va dire, un temps limité. Ben, automatiquement, le fait de baisser la tension en entretenant une discussion calme, eh bien, ça va influencer l'autre personne pour également s'exprimer calmement. Être factuel, c'est garder aussi des propos clairs et courts, ne pas rentrer dans les détails, mais être factuel et objectif, en expliquant exactement ce qui s'est passé, sans avoir à se justifier. Éviter tous les sujets qui peuvent être sujets à dispute. Quand il n'y a pas d'alternative, peut-être faire appel à un médiateur. Et surtout, éviter de prouver quoi que ce soit et garder la situation qui soit la plus neutre possible. Accepter aussi les personnes ingérables. Les personnes ingérables, elles sont là. Parfois, on ne les choisit pas. Souvent, on ne les choisit pas, les personnes ingérables. Elles font partie de notre vie, soit dans notre vie privée, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Après, certes, on peut accepter de rompre une relation avec une personne lorsqu'elle y a des limites qui sont insupportables. Mais dans d'autres situations, il y a des voisins qui sont ingérables. Il y a des collègues au travail qui sont ingérables. Donc, accepter de vivre avec les autres personnes qui sont ingérables et de travailler aussi. Accepter de composer avec ces personnes. Parce que tout compte fait, nul n'est parfait.
Chaque humain, commencé par moi, bien sûr, on avons des qualités, nous avons des défauts, nous avons également des situations. On peut être considéré comme personne ingérable. Il faut savoir s'accepter aussi avec ses limites, bien entendu se remettre en question, mais accepter que ce ne sont pas les autres il ne faut pas vivre tout ça, nous devons vivre tous ensemble, en communauté avec les différents profils de personnes, avec les différents profils de personnalité. Et pour ça, il faut être plus tolérant, ne pas contrôler le comportement des autres, ne pas être dans le jugement de l'autre. Et comment réagir? Et enfin, c'est de voir la perception des autres. Voir la perception des autres, c'est changer son prisme. C'est quitter son prisme pour aller dans le prisme de l'autre. C'est de faire preuve d'empathie, preuve d'écoute. Réfléchir aussi à ce qu'on ressentirait en étant à leur place. Nous avons vu des profils de personnes ingérables dont une bonne partie sont dans la souffrance. Plutôt que être dans le rejet de ces personnes-là, est-ce qu'il ne serait pas mieux peut-être de les comprendre? Est-ce que ce ne serait pas mieux de les gérer, d'agir en fonction de leur perception des choses et aussi de comprendre leurs souffrances, d'accueillir leurs émotions et de libérer la tension qui peut être créée par cette résistance, et atténuer ce combat parce qu'il n'y a pas lieu d'entretenir un combat et de maintenir un combat lorsque nous refusons de changer de prisme. Nous refusons de nous mettre dans le prisme de l'autre. Il reste tout simplement gérer les personnes ingérables, c'est reconnaître la nature difficile de l'autre et reconnaître soi-même aussi. Et je termine avec une citation. Peut-être qu'elle va surprendre un certain nombre d'entre vous, mais j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, une citation qui mérite la réflexion. Si on a quelque chose de désagréable à dire, il vaut toujours mieux être franc. D'où l'importance d'être authentique, d'être soi-même, de se connaître soi-même pour pouvoir mieux gérer et mieux interagir avec les autres et savoir gérer les personnes ingérables. Je vous remercie.